Les imagitateurs du JDR présentent This is America, un actuel play choral, oui, une expérience, présenté et monté un peu à la manière d'un livre audio, pour le confort de vos petites oreilles. Bienvenue dans cette histoire choc, pour public averti. Imagitatrice, imagitateur, hello there! Comment que ça va bien les gens? Eric pour te présenter une petite expérience en actuel play. J'aime bien les films chorales, comme Pulp Fiction, de Tarantino, Snatch, de Guy Ritchie, Magnolia, Babel et j'en passe. Des films dans lesquels on suit des personnages séparés, mais dont le destin va s'entremêler. Et j'ai toujours voulu reproduire ce type d'histoire autour d'une table de jeu de rôle. Mais avec plusieurs joueuses et joueurs devant moi, ça signifie de jouer avec chacun d'eux, séparément, et de laisser les autres pendant ce temps-là, en plan, à ne rien faire. Et moi, laisser quelqu'un se tourner les pouces pendant plus de 10 minutes, j'essaie d'éviter. Alors je me suis dit, pourquoi pas y aller avec un seul joueur, ici Mathieu, et de lui faire interpréter deux personnages qui n'ont rien en commun, mais que le destin va lier d'étranges façons, et de manière sanglante, disons-le. J'ai donc demandé à Matt de préparer deux personnages pour qu'on se raconte une histoire ensemble et de s'accrocher. Parce que oui, ça va être intense. 24 minutes, mais la pédale au fond. Et attention, c'est pour un public mature, il y a des sujets sensibles, vous êtes prévenus, alors c'est parti. Premier personnage, un policier, les stats, on mettra pas de faiblesse, ça va être de passable à fort. On prend la fiche avec 4 caracs. Comment tu places ça? Tu me dis qu'il s'appelait comment ton personnage? C'est... Alistair Bro. Alistair Bro, policier. Ouais. On va ouvrir Old Bear Rodeo pour pas faire ça plein milieu de partie comme d'habitude. Je n'ai un Old Bear Rodeo d'ouvert. Attends, je vais aller le fermer. On se transporte donc dans l'État de la Louisiane, tout au sud des États-Unis, dans la petite ville de Bastrop, qui compte un peu moins de 10 000 habitants. On est très loin de l'image des bayous que l'on se fait de la Louisiane. Très loin aussi des deux grandes villes, la Nouvelle-Orléans et Bâton-Rouge, qui sont à peu près à 4 heures de route. Quel est le nom de ton premier personnage, Matt? Alistair Bro. Tu fais partie de la City Police Department, la police municipale de Bastrop. Tu patrouilles seul sur une route qui traverse un boisé, une forêt. Est-ce que tu roules ou tu es stationné? Je suis stationné à l'extérieur de mon véhicule. Que fais-tu? Il y a quelques minutes, j'ai vomi. Hier, j'ai un peu trop abusé. Est-ce que ça t'arrive souvent? Depuis quelques années, depuis que Cheryl est partie, beaucoup trop souvent. Depuis combien de temps ta femme t'a laissé? 3 ans maintenant. Est-ce qu'il y avait des enfants à travers cette union? Non, pas que j'en voulais pas, mais la vie en a décidé autrement. Quel âge as-tu? 55 ans. Est-ce que c'était ta première conjointe? Un couple sur une longue durée ou... Non, 3e mariage. Je devine que tu as le visage très blanc alors qu'on te voit essuyer ta bouche du revers de ta main. Mais pour le reste, à quoi ressembles-tu? Alistair est plutôt grand, fait dans les 6 pieds 3. À une certaine époque, il avait une solide carrure, mais tout s'est ramolli. Double menton, ventre proéminent. C'est plus la forme. On se le cachera pas, t'es souvent assis dans cette voiture. Ouais. Et non seulement tu bois tes émotions, mais sans doute les as-tu mangées? Ouais, quand je rentre à la maison, c'est pas mieux. Je m'assis devant la télé, puis je m'enfile 7 ou 8 bières, puis je mange de la resto rapide. Louisiane reconnue pour la friture, hein? Tout est pané, tout est frit. Ouais, je m'enfile des trucs qui sont, disons, pas conseillés pour rester en santé. Disons que les cardiologues ne manquent pas de travail. Non, et disons que depuis quelque temps, je sens aussi que mon cœur aurait besoin d'une bonne révision. Ouais, ou d'une autre femme. Ouais, mais à l'âge que j'ai, c'est plus aussi facile. Puis ma réputation me précède aussi. Une réputation? Ça fait 3 fois que une femme me quitte. C'est pas une si grosse ville que ça. Effectivement, les ragots vont très vite dans les petites villes. Mais pas seulement les ragots. Alors que tu t'installes derrière ton volant, un pick-up passe en trombe, dépassant largement les limites de vitesse. Alistair émet un soupir, démarre la voiture, appuie sur l'accélérateur, déclenche les gyrophares. On voit le gravier être éjecté par les roues alors que tu pèses sur l'accélérateur et prends en chasse le pick-up. Est-ce que tu es du genre
à donner des contraventions, des amendes ou à verbaliser pour ce genre d'infraction? Ça dépend c'est qui, ça dépend s'il est poli. Après 2 courbes, plus de doute possible, le conducteur du camion t'a vu. Il ralentit, met son clignotant et arrête la voiture sur le côté de la route. J'attrape ma radio. Centrale, patrouilleur 44, interception sur la route du lac Ragoon. J'attends une confirmation du central avant de descendre de voiture. Allô Central, la voiture 19. Salut Ali. Ouais, c'est un vieux pick-up rouge. Immatriculation, ouais, il a pas de plaque. Je te reviens, ça sera pas très long. Très bien, j'attends un retour. Terminé. J'attrape ma lampe de poche sur le siège. J'ouvre la porte du conducteur. Je la ferme pas entièrement. Je m'avance tranquillement. La lampe torche dans la main gauche. La main pas très loin du flingue. On est quand même en Louisiane. Des fois, on fait de très mauvaises rencontres. Et je m'approche du véhicule, lentement. Au-dessus de la cime des arbres, le ciel est rosé. Bientôt, le soleil disparaîtra. Tu vois, par la lunette arrière, le conducteur, chapeau de cow-boy, une main sur le volant. Tu approches. Mets tes mains sur le volant, l'ami. Les deux. En combat, combien as-tu? Alistair, bro. J'ai déjà été meilleur. J'ai fait de la lutte à l'université, mais c'est plus la forme, mais je me défends. J'ai moyen. Ce sera très difficile pour toi, Alistair. 20% et moins. 20% et moins? Ouh. C'est la cible. Ok, Alistair est dans la merde. Semblerait. Donc c'est une mauvaise rencontre. Une très mauvaise rencontre, Alistair. La pire qui soit. Un rendez-vous avec la mort. Peut-être. J'aimerais bien lancer mes dés, Eric, mais tu dois m'accepter dans la chambre. Je t'admets dans ma chambre. C'est louche comme phrase. Ouais. C'est écrit room. Je l'ai traduit. Bon, allez, 20%. 10% en bas ou 10% au-dessus, t'es dans la zone du oui mais. OK. Je pense que je vais me fermer les yeux pour ce jeu-là. Oh, t'as vu? Oui, j'ai vu. C'est une réussite critique. Tu as l'avantage. L'avantage de quoi et sur qui? L'homme était prêt. Il t'attendait. La main gauche sur le volant, la main droite tenant un revolver. Un 357 Magnum. Une détonation. L'homme a tiré à travers la portière. La balle a dévié. Qu'est-ce qui est arrivé? La chance. Un pressentiment. Au moment où Alistair est arrivé vis-à-vis la portière, quelque chose l'a happé, comme si c'était la dernière fois qu'il interceptait quelqu'un. Un pas d'hésitation et une déflagration. La balle l'a touché, mais superficiellement. Sensation de brûlure, de pincement sur le ventre. Alistair s'est laissé tomber au sol, a dégainé son pistolet et a tiré plusieurs balles en direction de la portière. Avant de ramper à 4 pattes derrière le véhicule. Essoufflé par l'effort, par la panique. Est-ce qu'on t'entend respirer comme un bœuf, Alistair? Alistair est comme tétanisé. Sa respiration est saccadée et courte. Il n'y a pas assez d'oxygène qui rentre dans ses poumons pour l'instant. Sa tête tourne. Le sang tambourine dans ses tempes. Il tient son arme comme quelqu'un tiendrait un crucifix en prière. Il espère que l'homme est mort. Si ça avait été un figurant, oui. Mais ce n'en est pas un. Tu as touché, tu en es certain. L'homme a lâché un cri à la 3e balle. Tu entends une portière s'ouvrir. Que fais-tu, Alistair? Alistair se relève difficilement. Il reste accroupi et contourne le véhicule pour se rendre du côté passager. S'arrête vis-à-vis la roue arrière. Il se prépare à se lever et à peut-être tirer encore une fois. Une bien mauvaise décision, Alistair. Une brûlure au mollet et la déflagration d'un coup de feu. En robustesse, à quoi ça ressemble? Encore j'ai bon. Très bien. Tu t'accroches au véhicule, tu ne tombes pas, mais tu sais que tu as été salement touché à la cheville. C'est du gros calibre. Tu es encore chanceux que ton pied soit raccroché à celle-ci. Sueur, visage rouge, les yeux larmoyants. Comment supportes-tu la douleur, Alistair? Très difficilement. Alistair serre les dents, s'écroule au sol, regardant l'impact du projectile. Sa cheville droite est dans un sale état. Il décide de battre en retraite. Rampe sur le sol en direction du fossé. Jettes-tu un regard derrière toi, Alistair? Même si Alistair devrait se concentrer à fuir à mi-chemin entre la camionnette et le fossé, il tourne la tête pour lancer un regard rapide, craignant de voir un canon pointé sur lui.
Une peur bien fondée, alors que tu vois l'homme étendu sur l'asphalte. C'est ainsi qu'il t'a touché, plaqué au sol, visant tes jambes. Il a gardé la position et il te pointe, toi qui rentres, jusqu'au fossé. Cet homme te sourit, Alistair, et tire. L'homme est blessé, ça va être un peu plus facile pour toi, mais t'es en très mauvaise position, 40% et moins, pour remporter cette passe d'armes, Alistair. Ah là, c'est moi ou lui, là. Oh là là. Oh non. La fatigue, la peur et le sourire de cet homme ont eu raison des faibles réflexes de Alistair. Quelle est la dernière image que tu vois alors que tes yeux se ferment? Peut-être ce chapeau de cow-boy avec un signe distinctif, bien particulier. Ce chapeau qui repose sur l'asphalte, sous le pick-up. Et dis-moi, quel est ce signe? Quelle est l'effigie que le dernier regard d'Alistair a pu voir? C'est un chapeau de cow-boy noir, ceinturé par une bande, sans doute une fine peau de crocodile qui fait tout le tour, et une épinglette ronde en argent. Mais ton regard se brouille, tes yeux se ferment pour la dernière fois et à jamais, Alistair. On a un fondu au noir et lentement apparaît en gros plan ce chapeau de cow-boy noir, cette petite bande qui fait le tour, peau de crocodile et cette épinglette en argent. On recule et on comprend que le chapeau est posé sur le comptoir d'un bar, à côté d'un homme, sur un tabouret. Comment t'appelles-tu? Cody Grogan. Le barman, que tu connais bien, comment je l'appellerais? Rob. Rob, la grosse barbe grise, crâne luisant, glisse une bière devant toi. Il ne voit pas le rouge qui souille ton ventre à gauche, tachant ta chemise de jeans. T'as de l'air blême, Cody. Ça va? Ouais, ça pourrait aller mieux, mais une fois que j'aurai enfilé quelques bières et quelques whisky, tout ira mieux. T'inquiète, Rob. T'inquiète. Cody, tu es fier de toi. Tu as tué ce putain de flic, Alistair Bro, cet enfoiré qui a violé ta sœur. Ça s'est passé à même le poste de police, dans une cellule. Ta sœur faisait partie de l'Église baptiste du Sud, un ordre protestant ultra-conservateur, qui ont des positions fermes sur l'avortement et qui mettent l'accent général sur la chasteté avant le mariage, la pureté des femmes, des règles qui peuvent engendrer un sentiment de honte et de culpabilité chez les victimes d'agressions sexuelles au sein de leur ordre. Le traumatisme peut être aussi aggravé par un manque de soutien et même par le fait d'être dénigré par leurs semblables. Marie-Jo, ta sœur, n'a pas supporté, partie à 19 ans, sans preuve, contre un policier. La chose était perdue d'avance, n'est-ce pas? Accuser un policier de viol, c'était peine perdue. Premièrement, on ne m'aurait pas cru. Deuxièmement, la honte publique qu'aurait généré cette accusation. Ma famille et ma communauté ne l'auraient pas supporté non plus. Elle était tout pour toi, Marie-Jo. Oui, mais tant que j'ai fait mon service militaire, j'étais pas là pour la protéger. Il est arrivé des choses, c'est tenu avec des gens qu'elle aurait pas dû. Papa et maman savaient pas trop. Non, papa et maman savaient pas du tout y faire avec des enfants. J'étais pas là quand il fallait. Et quand je suis revenu, j'étais plus tout là non plus. Ce gros porc en a profité. Une arrestation, tout conne, pour quelques joints. Tu t'es préparé pour ce moment. Tu l'as suivi, Alistair Bro? Ah, souvent, très souvent. J'en suis venu même à connaître toutes ces petites manies de patrouille. Aller traîner dans des endroits où rien ne se passait, pour cuver les cuites qu'il prenait à tous les soirs. Quand je l'ai vu vomir près de sa voiture, j'ai compris que c'était là que ça allait se jouer. J'avais qu'à passer en trombe à côté de lui, et ce serait plus fort que lui. Il allait me poursuivre, m'arrêter et m'exiger quelques billets pour oublier la contravention. Mais je m'étais fait un plan dans ma tête. J'avais rejoué la scène, mais le gros porc a eu un pressentiment et il a tiré. Rod glisse un deuxième verre à côté de celui que tu as vidé rapidement. Devant toi, le comptoir rempli de bouteilles de fort et le miroir qui commence à prendre des teintes rouges et bleues en alternance. Les gyrophares de la police à l'extérieur, derrière toi. Tu le sais, ils sont là pour toi. As-tu l'intention de te livrer ou de rendre coup pour coup
Cody Grogan. Cody attrape un shooter de phare juste à côté de la deuxième bière que Rob lui a servie. Il le prend dans sa main gauche et se lève difficilement. C'est à ce moment-là que Rob voit la tache au bas de ta chemise, au-dessus de la ceinture. Putain, qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse pour ce qui va se produire dans quelques secondes, Rob. C'est pas contre toi, mais tu devrais te planquer derrière ton comptoir. Cody saisit l'arme qu'il a de cacher dans son jeans, derrière. Le 357 Magnum est sorti. Il fait quelques pas vers la porte. À mi-chemin, il enfile le shooter et lance le verre par terre. Il avance, mais c'est pas son lourd. Merde, Cody, qu'est-ce que tu fais? Lâche cette arme! Ils vont t'abattre! Ça, c'est déjà fait. Cody fonce vers la porte, le pistolet pointé en avant. Dès qu'il l'ouvre, il fait feu. En direction des 2 voitures de patrouille? Mais pas pour toucher personne. Il fait feu, seulement pour que les policiers répliquent. Une belle façon de partir. Cody Grogan. La première balle fait mal. Les autres, tu ne les sens pas. Tu sens ton corps être secoué, mais tu ne sens plus rien. Alors que tu as l'impression que le sol vient à toi. Le choc. Tu ne vois que le rouge et le bleu qui s'alternent. Quelle est la dernière image que tu vois, Cody? À sa main droite, une petite bague en argent. Il la porte à son petit doigt. Bien sûr, elle était trop petite pour toi. Taillée pour le doigt de Marie-Jo, j'imagine? Oui, un bijou qu'il avait acheté à un anniversaire, il y a déjà plusieurs années. Le monde s'estompe et devient noir, à part cet éclat, ce bijou qui brille, comme s'il était animé de 1000 feux. Un dernier souffle, et tout s'éteint. On a fondu d'ouverture sur cette même bague, cette fois-ci non pas à la main d'un homme, mais à celle d'une jeune femme. On recule de quelques semaines, agent Alistair Bro, alors que tu fais entrer dans le poste Marie-Jo Grogan, que tu as arrêtée, elle qui marchait d'une démarche chaloupée sur le trottoir. Qu'est-ce que tu as découvert sur elle pour l'amener au poste? Un sac de marijuana et quelques joints. Sérieux? Je peux pas passer la nuit ici. Mes parents vont me tuer. Je te boucle. Tes parents viendront te chercher demain. Vous ne les connaissez pas. Tu pencheras devant le juge. Demain matin aussi. Oh non, non. Possession de marijuana. Je vous en prie, monsieur l'agent. Mes parents sont des hauts placés de l'Église baptiste. Si je me fais coffrer pour ça... Ah, mais je sais qui tu es. Marie-Josée Grogan. Elle te regarde de ses yeux suppliants, relevant la tête, toi qui es grand. Je vous connais pas, moi. Je vous demande juste de fermer les yeux pour une fois. Tu sais, Marie-Jo, il arrive que j'accepte des petits cadeaux pour passer l'éponge sur des petits crimes ou des petites fautes. Qu'est-ce que vous voulez? T'as bien quelques billets? Pour une centaine de dollars, j'oublie tout. Je n'ai rien. J'ai tout dépensé. J'ai à peine 5 $. Ah, ça sera pas assez, fillette, 5 dollars. Désolé. Merde. Une nuit en cellule, je suis sûr que tu trouveras un moyen de me trouver ces 100 dollars. Et moi, il est possible que je perde. Alistair montre le sac rempli de marijuana et de joints. Que je perde cette seule pièce à conviction qui t'incrimine. Alors, je te mets au placard et on se revoit demain matin, ma belle. Alistair, vous êtes dans un petit poste. Il y a une cellule. Et ce soir, t'as déjà appréhendé quelqu'un. Rob, le barman du Red Lust. Ça arrive quelquefois que tu l'interceptes alors qu'il est trop ivre et qu'il veut prendre sa voiture. Encore 1 heure ou 2 et peut-être que tu vas le laisser aller. Il est tellement bourré. Cette fois, je vais devoir attendre à demain matin. Quelle épave. Même moi, je me rends pas là. Tu vas mettre la jeune fille en cellule avec l'homme comateux. Je l'entre en cellule, je ferme derrière moi, puis je fais un signe de la main gauche en tenant mon chapeau. Mademoiselle, bonne nuit. Des sanglots comme réponse. Marie-Jo s'assoit sur ce banc vissé à même le mur, qui fait également office de couchette. En face d'elle, un autre banc où est couché Rob. Ce dernier ouvre un œil, puis le deuxième, et très difficilement entreprend de s'asseoir avec toute l'élégance que lui confère son ivresse. Oh, j'ai de la compagnie. J'ai peut-être un truc pour passer le temps. L'homme fouille dans sa poche et en sort une pilule. Ça te dit de planer. On retourne dans la voiture d'Alistair. Tu viens
d'appeler la répartitrice, lui dire que t'allais contrôler un pick-up sans plaque. On te voit sortir, le tout par l'œil de cette caméra, près du rétroviseur qui filme le devant de la voiture. On te voit approcher prudemment, mais ce n'est pas lui que je veux te faire interpréter pour cette dernière scène, Matt. On se transporte à l'intérieur du pick-up. Cody, ta main gauche est sur le volant, dans ta main droite, ton revolver, 57 Magnum. Cody regarde Alistair Braun dans le rétroviseur s'avancer. Il serre son pistolet. Tu as tout préparé. Tu as même retiré le revêtement intérieur de la portière pour que la balle n'ait qu'à franchir une couche de métal pour qu'elle dévie le moins possible de sa trajectoire. Tu as suivi cet homme pendant des semaines à entretenir ta rage, à attiser ta vengeance. Es-tu certain de vouloir aller jusque-là, Cody, toi qui as servi ton pays dans les forces armées? Les Grogan ont une immense ferme, chevaux, bétail. Cody monte depuis qu'il est tout jeune. Son rêve à lui, c'était de devenir un champion de rodéo. Mais une mauvaise blessure a tout fait basculer. Après quelque temps à ne plus savoir quoi faire, il a fini par s'engager dans les forces armées. Beaucoup d'autres rêves brisés habitent Cody, mais le principal cauchemar, c'est la perte de sa sœur. C'est une abîme sans fond. Et il compte bien la combler. Cette fois, il a trop hésité. C'est là, il pointe l'arme en direction du policier qui approche. Est-ce que tu vas le faire? Un court moment d'hésitation. Tu revois le visage de Marie-Jo, son rire cristallin, son rire qu'elle était incapable d'arrêter lorsqu'il démarrait. Un rire contagieux, sonore, qui faisait briller toute la pièce dans laquelle elle se trouvait. C'est ce qu'elle voudrait pour toi, que tu gâches ta vie, que tu ailles jusqu'à l'extrême. Elle n'est plus là. Il n'y a que moi et mes mauvaises décisions. Dès qu'il sera vis-à-vis la portière, je tire. Tu entends cette voix qui te somme de mettre les deux mains sur le volant. Mets tes mains sur le volant, l'ami. Les deux. Que fais-tu? Je reste bien concentré sur la tâche qui m'attend. Abattre ce chien dès qu'il sera face à la portière. Il y est. Tu le vois du coin de l'œil. On ne pourrait manquer un pareil mastodonte. Je tire. Une plainte, puis le choc d'un corps qui tombe au sol. Mais aussitôt, tu entends la rafale. 3 balles et celle qui pique au flanc. Qui vit par le feu, périt par le feu. Lentement apparaît un cimetière, tassé entre 2 lisières d'arbres majestueux, et on approche lentement d'une pierre tombale. Quel nom voit-on sur celle-ci? Sur la première tombe, on voit écrit Marie-Joséphine Grogan. Mais la terre est fraîche devant une autre tombe à moins d'1 mètre. Celle tout à côté. Sur celle-ci, on lit Joseph Cody Grogan. On se déporte encore plus à droite, de quelques tombes, 11 ou 12, et apparaît un autre nom. Sur cette tombe, un peu plus sombre, on voit écrit Alistair Bachman Braun. On voit l'épitaphe juste en dessous de la date de naissance et la date de sa mort, qui vante sa longue carrière au sein des forces de l'ordre. Le travelling vers la droite continue et on se déplace encore de quelques tombes. Cette fois-ci, un autre nom. Celle-ci également porte les traces d'un service fraîchement fait. Flashback. On retourne au bar, dans le passé, alors que tu pousses la porte. Cody, arme au poing, braqué par 4 policiers, protégés derrière les portières ouvertes de leur véhicule. Au premier projectile qui sort du 357 de Cody, la fusillade commence. Les 4 policiers déchargent leurs armes. Alors que tu as tiré bien au-dessus de leur tête, prenant soin de ne pas les toucher, les policiers, eux, ouvrent le feu sur toi. Une première balle, celle que tu as sentie, puis 3 autres viennent secouer ton corps, avant que l'on voie celui-ci s'affaler au sol. Mais les policiers ont vidé leur chargeur, toi qui as tué l'un des leurs. Les vitrines de la façade du bar explosent. À l'intérieur, le miroir dans lequel tu t'observais, Cody, éclate. Des bouteilles explosent.
un projectile vient heurter le dernier verre de bière que Cody s'est enfilé. La balle continue sa course. Un homme tapis derrière le comptoir, main sur les tempes. Notre barman, Rob King, le véritable salaud de cette histoire, notre violeur, va s'endormir d'un sommeil de plomb. Oui, il gît maintenant au sol, impact d'une balle au milieu du front, et le reste de sa cervelle sur la porte d'un frigo à bière. Dans le rapport de police, on parlera d'une balle perdue. Mais c'est tout faux. C'est la balle du destin. Le barman meurt toujours à la fin. Je pensais que c'était le pianiste. S'il y avait eu un pianiste, il serait mort lui aussi. Ah, je te dis. Quand j'ai interprété Alistair qui rampait sur le sol près du camion, dans la musique que tu faisais jouer, il y a des corbeaux. Qui a fait comme... J'étais comme, oh mon Dieu, c'était vraiment juste au bon moment. Après, tu décris le sourire du gars, j'étais comme, OK. Ah ouais, c'est le fun de changer de place. Et là, on a fini ça comme un bon vieux film américain. Ça finit bien. Le méchant meurt. Oui, mais à quel prix? Cody est mort, Marie-Jo est mort, puis il y a un innocent qui est totalement mort, qu'on a cru crotter pendant un bout. Au moins, on pourra pas dire que nos histoires se terminent toujours mal. On dit on est dans le Red Wedding pas mal. Finalement, les gens ont survécu. Non. On a rempli le cimetière, mais... Ouais, ça c'est très drôle. C'est une scène très drôle, ça, le cimetière. Là. Jenny va encore dire qu'on est des attardés. Vous êtes glauques, les gars! Mais là, si je regarde ça, tous les personnages, il n'y en avait pas beaucoup, mais tous les personnages qui sont apparus à l'écran de ce one-shot sont morts. Eh oui, c'est quand même cool. Marie-Jo, Cody, Alistair, Rob. Ah, puis moi, j'aime ça, mettre des noms sur des épitaphes, là. Anthony, Cody, puis des... tu l'avais appelé Marie-Jo, tu sais. Marie-Joséphine. Tu mets tous les noms longs, là. Ah, mon Dieu. Ah, mais c'est bon. C'était vraiment une bonne idée de switcher. Parce que sérieusement, je te dis, là, je pensais vraiment que j'allais me faire arracher la face par une créature, vraiment. Tu sais, quand tu dis que j'ai senti une brûlure sur ma jambe, là, j'ai fait... Là, j'espère que c'est une balle. C'est pas une tentacule qui vient de me soigner et qui va me tirer en dessous du char. Ouais. Ça aurait pu être ça aussi. Ouais, le fait d'avoir parlé de vaudou juste avant de se lancer dans ce one-shot. Mais moi, ça a full marché. Tu sais, je le savais là, qu'il allait m'arriver de quoi de bad dans ce char-là, ou que j'allais me faire accuser de quelque chose, ou que j'allais me faire enlever. Je me doutais qu'il allait. Mais je savais tellement pas quoi qui me pendait au bout du nez en tant qu'Alistair Bro. J'étais comme, esti. Quand j'ai lancé les dés, là, je me suis vraiment fermé les yeux. Je fais juste cliquer, là. Quand tu t'es levé, c'est ça, quand tu étais couché, j'ai dit, est-ce qu'il va regarder sous la voiture? Parce que quand je t'ai fait entendre la portière, c'est parce que Cody, lui, est sorti. Oui. C'est couché au sol, à braquer. Comme vous avez pu le constater, Matt et moi, on s'est beaucoup amusés. Et la morale de cette histoire, c'est brassez votre JDR. Imagitez-le. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, de vous enfoncer dans la jungle, de sauter dans la rivière sauvage. 1 dé, 2 dés, une feuille de papier, c'est tout ce qu'on a besoin pour s'amuser. Et c'est ça, la force du jeu de rôle. Le plus meilleur jeu au monde! OK, j'ai fini de faire mon preacher. Si tu aimes ce que font les imagitateurs, que ce soit les capsules, les discussions, les actuels plays, je t'invite à t'abonner, activer la cloche pour ne rien manquer et de cliquer aussi sur le lien unique sous la description de la vidéo YouTube. Ça t'amène à tous nos réseaux sociaux, entre autres notre Discord qui vient d'ouvrir, donc on t'invite à venir discuter avec nous. Et si tu as aimé cet actuel play, envoie-nous du pouce, des commentaires, ça nous fait toujours plaisir et plaisir de te répondre. C'était Eric en compagnie de Matt et on te rappelle, brasse et imagite ton JDR. À la prochaine. Ciao, ciao!